avant de m'insulter en commentaire, tu t'installes confortablement dans ton canapé ou bien là où tu es assis, tu prends des trucs à manger, tu vas me prendre un truc à boire comme un thé par exemple, et regarde cette vidéo en entière où je t'explique pourquoi t'as arrêté mon métier de médecin pendant 1 an. Ouais, j'ai bien dit, juste pendant 1 an. Allez, c'est parti. Bon, du coup, avant de vous expliquer pourquoi je suis partie de France, je vous explique rapidement quelques éléments de mon parcours pour que vous en compreniez les raisons. Donc, j'ai commencé mes études de médecine en 2008, juste après l'obtention du bac. J'ai effectué le tronc commun avec le passage du concours de l'internat vers 2015, où j'ai décidé donc de faire un internat en médecine physique et de réadaptation qui a duré 5 ans au total, parce qu'en fait, durant cet internat, j'ai décidé de faire un Master 1 et un Master 2 en santé publique, en plus de mes études médicales, donc pour pouvoir mener un parcours académique et évoluer dans le futur, pour ma part, donc dans un parcours hospitalo-universitaire, c'est-à-dire qu'en fait, en tant que médecin, pouvoir faire des activités de soins médicaux, d'enseignement et de recherche. Très clairement, dès que j'ai effectué ma première année d'internat avec un premier projet de recherche, je me suis dit, la recherche et tout ce qui est enseignement, c'est vraiment quelque chose pour moi. Le fait de pouvoir contribuer à l'effort collectif de la recherche, d'être un petit peu comme un Sherlock Holmes des temps modernes et d'essayer de trouver un type de vérité scientifique, même si, et je vais pas mentir, souvent, ça change pas toujours la face du monde. Ce qu'on fait pendant nos études de médecine, en termes de recherche, les choses sérieuses, ça vient après. Donc j'ai passé ma thèse d'exercice médical en 2020. C'était trop bien. Pendant, vous savez, quelle période ? Et je suis devenue, en novembre 2020, chef de clinique. Donc, en gros, c'est un statut d'assistant un petit peu particulier au sein des centres hospitalo-universitaires qui permet donc d'avoir une activité de soins médicaux à 50% et les autres 50%, c'est réservé à la recherche et aux enseignements à la faculté, donc donner des cours aux étudiants en médecine, des cours des fois aux kinésithérapeutes, aux pharmaciens. Je surveille aussi des partiels, des contrôles, etc. Je m'occupe aussi d'autres choses pour les étudiants en médecine, comme par exemple les entraîner aux échos, faire partie des jurys des échos, donc tout ce qui est examen clinique objectif standardisé, qui est une nouvelle modalité d'examen pour eux. Et donc ce clinica, habituellement, c'est sur 2 ans. Moi, au total, j'ai fait 4 ans de clinica. Je peux vous dire que c'est super long. Et donc, après ce clinica, j'ai pu accéder à un poste de praticien hospitalo-universitaire. C'est un des postes en fait auquel on peut accéder après son clinica pour évoluer justement dans tout ce qui est carrière hospitalo-universitaire. Et normalement, les autres postes qui m'attendent après, c'est maître de conférence hospitalo-universitaire et beaucoup plus tard PUPH, donc professeur des universités praticien hospitalier. Et donc, pour évoluer justement dans cette longue carrière hospitalo-universitaire, il y a plein d'étapes qu'on doit faire. Donc moi, pendant mon internat, j'ai déjà fait le Master 1 et le Master 2. Et en janvier 2025, donc après avoir fini mon clinica, j'ai effectué une soutenance de thèse de sciences. Donc ma thèse de sciences, en fait, c'est une thèse d'université qui n'a rien à voir avec la thèse d'exercice médical que j'ai donc effectuée en même temps que mon travail à l'hôpital. C'est un travail qui est beaucoup plus conséquent, qui n'a rien à voir avec la thèse d'exercice médical. C'est vraiment des thèses différentes. On n'a pas du tout les mêmes attentes au niveau scientifique et c'est un travail beaucoup plus important et beaucoup plus lourd qu'un travail, par exemple, de Master 1 ou de Master 2. Il faut notamment, par exemple, avoir des articles publiés ou au moins soumis. Moi, dans mon cas, c'était au moins un article publié avant de pouvoir soutenir sa thèse d'université. Et ensuite, dans les autres étapes, par exemple, pour évoluer dans la carrière hospitalo-universitaire, il y a justement un projet de mobilité. Donc, une mobilité, qu'est-ce que c'est ? C'est partir à l'étranger ou au moins dans un autre laboratoire que le sien pendant une période d'1 an dans un laboratoire pour effectuer d'autres types de recherches que celles qu'on effectue à l'accoutumée et dans des domaines de recherche assez similaires pour pas que ce soit non plus trop déroutant et que ça ait du sens par rapport au reste de votre carrière scientifique. Le but, en fait, c'est de ramener de nouvelles connaissances à votre laboratoire de recherche et pouvoir créer des collaborations nationales, voire internationales. Et bien sûr, effectuer des publications. Et ensuite, la dernière étape pour évoluer dans les parcours hospitalo-universitaires, c'est effectuer une habilitation à diriger des recherches qu'on effectue normalement plusieurs années après la thèse d'université. Et ce titre, en fait, permet de pouvoir encadrer plus tard d'autres thèses de sciences d'université d'autres personnes. Donc moi, concrètement, au niveau de cette évolution des carrières hospitalo-universitaires, j'en suis à la période de la mobilité qu'on m'a vivement conseillé d'effectuer
à l'étranger pour notamment permettre des collaborations internationales, créer du lien avec d'autres équipes, permettre d'apporter de nouvelles expertises à mon équipe, mais aussi moi-même de progresser en termes de niveau scientifique. Et donc pourquoi c'est important en fait d'effectuer une thèse de sciences, une mobilité et tous les autres diplômes en soi en fait quand on est à l'hôpital public pour faire de la recherche, un praticien hospitalier peut faire de la recherche. Mais c'est vrai que pour mener ses propres recherches, des moyens importants, avoir une expertise, une certaine légitimité et surtout avoir un vrai temps dédié de recherche et enseignement, eh ben, à l'heure d'aujourd'hui, en France, il faut effectuer une carrière hospitalo-universitaire dans des centres hospitalo-universitaires où il y a souvent des gros projets de recherche avec des expertises nationales, des budgets alloués spécifiques, des équipes pluridisciplinaires. Et pour ça, du coup, le chemin qu'on nous conseille, c'est d'effectuer ces différentes étapes du parcours hospitalo-universitaire. Donc du coup, pour vous resituer un petit peu la bataille dans laquelle je suis mise, donc de cette mobilité à l'étranger, c'est un projet que j'ai commencé à construire à partir de fin 2023. Au départ, j'avais plusieurs pistes de destination, le Canada, les Pays-Bas, l'Italie, la Suisse, l'Angleterre, les États-Unis, enfin bref. Plusieurs destinations, plusieurs équipes que j'avais ciblées par rapport à ma thématique de recherche, les maladies neuromusculaires, l'analyse des troubles du mouvement. Et en fait, avec un de mes directeurs de thèse de sciences, du coup, on a discuté d'un projet qui avait lieu entre plusieurs pays dans lesquels l'équipe aussi, là où j'étais actuellement, était impliquée. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai pu trouver et construire un projet de recherche dans un pays qui est la Suisse. Donc, c'est pas hyper loin de la France, mais c'est vrai que les coutumes, c'est complètement différent. Donc concrètement, à partir de février 2024, j'avais vraiment un vrai projet de recherche concret dans une équipe, un laboratoire. Là, on pourrait se dire, c'est bon, elle va s'en sortir, elle va pouvoir partir l'année prochaine après sa thèse de sciences, après avoir soutenu sa thèse de sciences. Sauf que ça, du coup, c'est le fond du projet sur le côté scientifique, mais après, pour la mobilité, il y a toute la forme et notamment comment est-ce qu'on va financer sa mobilité. Et donc moi, comme je vous l'ai dit, à partir de septembre 2024, je suis devenue après chef de clinique, praticien hospitalo-universitaire. Il faut savoir que chef de clinique, praticien hospitalo-universitaire, en fait, je suis toujours en CDD. Non mais allô quoi. Alors oui, des années après avoir fait ma thèse de médecine, en fait, donc ça va faire plus de 4 ans que j'ai passé ma thèse de médecine, je suis toujours en CDD et je vais encore être en CDD pendant de nombreuses années. Et quand on part en mobilité, jusqu'à justement cette période de 2024, en fait, les hôpitaux, l'université ne continuaient pas à rémunérer les personnes comme moi, par exemple, chef de clinique ou praticien hospitalo-universitaire qui partaient en mobilité. Donc concrètement, dans l'état actuel de l'époque, si je partais en mobilité en 2025, j'avais 0 € par mois dans ma poche. Donc du coup, il fallait que je trouve des financements. Donc là, j'ai commencé à faire plein de dossiers dans tous les sens, dans toutes les bourses que je trouvais qui pouvaient coller à ce que je devais postuler. J'ai essuyé pas mal d'échecs. Jusqu'à août 2024 concrètement, j'avais 0 bourse en poche, 0 salaire en poche pour l'année 2025 et le départ en mobilité. Donc, à part compter sur mon livret d'épargne, l'année allait être très très difficile. Et heureusement, vu qu'on est dans un contexte très en tension au niveau justement des carrières hospitalo-universitaires, parce qu'il faut savoir que c'est des carrières qui sont pas très attractives, il y a eu un décret qui est sorti en octobre 2024 et qui permet maintenant pour les chefs de clinique, les praticiens hospitaliers et comme avant les maîtres de conférences et les professeurs d'université de partir ce qu'on appelle en mission temporaire. Et dans ces missions temporaires, la mobilité est incluse. Et en fait, il a fallu que je m'engage auprès de mon CHU à revenir à mon retour. Et donc, à cette condition, comme c'est écrit dans le décret, du coup, je peux garder mon salaire pendant toute ma durée de mobilité. Ce qui est quand même assez confortable et ce qui en soi, je trouve, est bien parce que quand on s'inscrit dans une carrière hospitalo-universitaire, c'est certes pour sa carrière, mais c'est surtout pour le collectif hospitalo-universitaire, pour son établissement. Et je trouve que le fait de devoir m'engager auprès de mon CHU, c'est aussi une confiance que je leur donne et qu'ils me donnent en retour. Donc c'est un procédé d'échange que je trouve plutôt bien et un net progrès en tout cas pour un statut comme le mien où avant ce décret, j'aurais rien eu du tout en poche pour pouvoir partir. Et j'ai pu en plus de ça gagner 2 bourses qui vont permettre un petit peu de compenser le niveau de vie en Suisse parce que du coup la vie en Suisse, le logement, les transports en commun, l'alimentation, etc., ça n'a rien à voir avec la France.
Pour vous donner un ordre d'idée, je vis en colocation. Donc j'ai loué une chambre, certes très bien, dans un très bel appartement en colocation. Mais par exemple, vous voyez, j'ai ma douche dans ma chambre. Donc un changement de vie un peu spécial. Ces bourses et ce salaire quand même me permettent de vivre beaucoup mieux que quand j'étais étudiante en médecine. C'est vrai que quand on a 34 ans, qu'on a été médecin pendant quelques années, de revivre dans une colocation avec sa douche dans sa chambre, rencontrer des nouvelles personnes, d'être éloigné de sa famille parce que bien entendu ma famille ne me suit pas, mon mari ne me suit pas, etc. Je suis toute seule en Suisse. Bah, c'est pas évident du tout de devoir renouer des liens professionnels dans une nouvelle équipe. Enfin, faut être quand même assez flexible et assez adaptatif. Après, c'est des défis qui me font pas peur, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit compliqué. Je suis aussi dans un laboratoire où on parle presque que anglais, même si on est en Suisse, parce qu'en fait, quasiment toutes les personnes qui sont embauchées sont anglophones. La plupart viennent d'autres pays. C'est hyper melting pot dans le labo où je suis. C'est super, ça va me permettre de progresser en anglais. Mais des fois, c'est pas toujours facile parce qu'on sait bien qu'en général, les Français et le niveau d'anglais, c'est pas tout à fait ça. If you be proud of you because you can do what we want to do. Enfin bref, pour vous dire que cette année, en fait, je vais être complètement coupée de mes racines dijonnaises. Je vais plus faire de médecine pendant 1 an, mais c'est vraiment quelque chose. Il faut savoir donc que je ne pars pas de la France parce que j'ai envie de me casser de la France, mais parce qu'en fait, quand on fait une carrière hospitalo universitaire, qu'on veut vraiment s'inscrire dans ce type de parcours pour le service public, pour l'hôpital public, et ben les jeunes comme moi, on leur demande de faire 1 année de mobilité. C'est encore mieux de le faire à l'étranger pour justement nouer de nouvelles collaborations au niveau européen et international. Et c'est quand même des sacrifices qu'on nous demande pendant 1 année, même si bien entendu maintenant sur le plan financier, on nous met quand même dans des conditions beaucoup plus confortables. Voilà, donc j'en ai fini de raconter ma vie sur cette année de mobilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Et dans une prochaine vidéo, je répondrai à une foire à questions que je vous ai proposée il n'y a pas longtemps sur la thèse de sciences pour répondre au maximum de questions que vous avez sur la thèse de sciences, le cursus médical, les doubles cursus, mon expérience de la thèse de sciences pendant le clinica, donc après la thèse de médecine et après l'internat. Et sur cette chaîne YouTube, je vais être beaucoup plus active sur ces prochains mois parce que il faut que j'occupe mes soirées en Suisse quand je suis pas avec mes colocs. Et du coup, je vais vous faire pas mal de formats de vidéos qui seront un petit peu dans la prolongation que ce que je peux faire sur par exemple Instagram ou TikTok. Donc voilà, si vous avez des envies de sujets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt.